Vous écoutez Un long chemin, Sora, l'héritage révolutionnaire. Première partie. L'Érythrée s'est toujours revendiqué être un pays, et a toujours été un pays à part entière, mais c'est ce tracé de l'Italie en fait qui a fait de nous la 14e annexe de l'Éthiopie. J'entends des histoires de famille où ma grand-mère paternelle faisait passer des messages en secret, en cachant des messages dans sa coiffure, dans les tresses. Moi, enfant, j'ai jamais entendu les adultes parler de ce qui se passait au pays. Mes parents ont toujours fait en sorte de nous préserver. J'ai eu ce même sentiment de revanche finalement arrivé en France et je serai jamais seconde, c'est pas possible. Quand on m'a inscrit à l'école, on m'a inscrit sous un autre prénom. Mes camarades voisins qui étaient inscrits avec moi avaient été briefés. Attention, vous ne l'appelez pas Sora, mais vous l'appelez Chachou. Alors, je m'appelle Sora. Je suis d'origine érythréenne et j'habite Tours depuis 1986. Mes parents sont tous les deux érythréens. Donc l'Érythrée est un petit pays dans la corne de l'Afrique, entre la mer Rouge et l'Éthiopie. J'ai un frère, deux sœurs et je suis l'aînée. Et on est tous en France. Ma dernière sœur, la plus jeune, est née en France. Nous sommes de l'ethnie Tigrinya. En fait, il y a 9 ethnies au pays et la majorité est la communauté ethnie Tigrinya. Il y a 9 tribus qui sont chacune avec leur culture, leur tradition, même leur dialecte et parfois religion. En Érythrée, il y a 2 religions majoritaires, l'orthodoxie et l'islam. Et donc c'est à peu près 50% du pays qui est ou chrétienne ou musulmane. Et donc les Tigrinya, nous sommes chrétiens orthodoxes. Alors je sais qu'il y a des mélanges. L'origine de la plupart des Érythréens est issue du peuple Peul ou Afar. Voilà. Donc dans le sud du pays, il y a beaucoup d'Afar. On les distingue parce qu'ils ont, on va dire, le teint plus foncé, ils sont plus grands, ils ont vraiment des traits différents, alors que nous, on va être avec le teint plus clair, les traits plus fins, parce qu'on a eu une mixité qui est plus flagrante. C'est vraiment comme ça on distingue souvent, c'en est presque des blagues entre Érythréens. On se clash un petit peu par le profil, le type, plus ou moins foncé de peau, on va dire. Donc, voilà. Mon père était mécanicien. Il avait même son propre garage. Ma mère n'a pas eu le temps de travailler parce qu'elle a été mariée très jeune et du coup, elle a été maman très jeune, donc plus mère au foyer. Et puis dans les années 70-80, c'était de coutume, entre guillemets, que la femme soit au foyer, le mari qui travaille. Est-ce que vous savez comment vos parents se sont rencontrés? Oui, ouais, on en parle souvent. En fait, ils sont pas du tout du même quartier. Ma mère a été amie avec une de mes tantes paternelles. Donc elle allait souvent chez ma tante, donc chez mon père. Et c'est comme ça qu'elle a rencontré le grand frère de ma tante. Et d'ailleurs, ça n'a pas trop plu à ma tante. Parce que du coup, elle l'a délaissé un petit peu pour se rapprocher de mon père, donc de son frère. Et c'est vrai que des fois, elle dit bah oui, mais t'étais plutôt ma copine, et puis finalement, t'es devenue ma belle-sœur. C'était pas prévu comme ça, donc c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. On était à cette époque-là en guerre contre l'Éthiopie. L'Érythrée et l'Éthiopie étaient en guerre depuis déjà quelques années.
Ça a commencé dans les années 70. L'Éthiopie voulait annexer l'Érythrée. Alors pour resituer, nos pays ont été rarement colonisés, mais on a eu l'Angleterre qui est passée par chez nous et les Italiens. Les Italiens sont restés quand même assez longtemps, suffisamment longtemps pour apporter leur culture, construire des villas, le train, etc. Aussi apporter leur langue. L'italien est bien intégré aujourd'hui dans le vocabulaire érythréen. Donc ils ont aidé à bâtir le pays, ils ont marqué le pays de leur passage et ils sont partis un peu en catastrophe en 45 parce que l'Europe était en guerre et donc ils ont dû partir. En partant, en fait, ils ont tracé les limites du territoire sans poser de questions, sans concerter qui que ce soit. Et en fait, les frontières ne convenaient pas du tout à l'Érythrée ni à l'Éthiopie. Et en gros, ils ont coupé l'Éthiopie de la mer. Parce que de toute façon, c'était deux pays bien distincts, mais avec des frontières qui n'étaient pas ce qu'ils ont mis, eux. Et l'Éthiopie, en fait, a toujours voulu avoir un accès à la mer. Donc, au lieu de simplement demander, ils ont voulu faire un passage en force. Et l'Érythréen est têtu et fier, il n'a pas voulu céder, et ce qui a engagé le pays à un conflit qui a quand même duré une trentaine d'années. Ça a été très long, ça a appauvri le pays, il y a eu énormément de pertes des deux côtés. Mais le pays étant déjà plus petit que l'Éthiopie, on n'a pas forcément les mêmes moyens humainement et même en termes d'armement. L'Érythrée s'est toujours revendiqué être un pays, et a toujours été un pays à part entière, mais c'est ce tracé de l'Italie en fait qui a fait de nous la 14e annexe de l'Éthiopie, mais sans notre consentement. Donc c'est ce qui est à l'origine du conflit encore aujourd'hui avec l'Éthiopie. Mais c'est un pays à part entière avec sa culture, ses traditions, sa religion. Alors évidemment, l'Éthiopie est notre pays, comment on dit, confrère. On a la même religion. En fait, en Afrique, si je ne me trompe pas, on doit être les deux seuls pays à être de confession orthodoxe. Après, il y a les Égyptiens aussi, où il y a une communauté orthodoxe copte, mais de l'Afrique noire, je pense qu'on est les deux seuls pays. On est tellement proches sur beaucoup d'aspects, que ce soit au niveau de la nourriture, les vêtements qu'on porte, nos coiffures. Après, chacun va avoir sa petite variante, bien sûr. On a beaucoup de choses en commun, mais malheureusement, il y a ce conflit qui nous divise. Et donc, mes parents ont choisi à un moment donné, pour notre sécurité, de quitter le pays. Ils ont été au cœur du conflit, ils ont été, même mes grands-parents, très impliqués dans la résistance. J'entends des histoires de famille où ma grand-mère paternelle faisait passer des messages en secret, en cachant des messages dans sa coiffure, dans les tresses, pour transmettre des informations cruciales. Elle a hébergé des déserteurs. Et je me dis, waouh, quelle femme! Mais c'est vrai que ça mettait du coup et la famille et même le voisinage en danger, parce que les Éthiopiens étaient partout, ils avaient des espions partout. Et donc du coup, mes parents ont décidé, après ma naissance, de quitter le pays pour nous mettre en sécurité, et aussi puis pour éviter de faire le lien avec ma grand-mère. Parce que ma grand-mère travaillait en secret, mais mon père et mon oncle commençaient, puis mes tantes commençaient à se faire connaître en tant que résistants. Donc du coup, pour pas impacter le reste de la famille, ils ont fait le choix difficile de quitter la famille et de partir et d'aller se réfugier au Soudan. C'était en 77 et j'avais tout juste 3 mois. Alors,
Des histoires de famille qu'on entend, le départ a été dangereux, long, parce qu'il fallait réussir à sortir déjà de la ville, de la capitale où on vivait, Asmara, sans se faire attraper. Il fallait après réussir à rejoindre la frontière et rentrer au Soudan. Je ne sais pas combien de temps ça a pris, mais je sais que ça a été long. Parce qu'on ne prend pas la voiture pour faire les 200 km qui nous séparent, parce que c'est pas si loin que ça, mais faut s'imaginer qu'il y a des blocus un peu partout, il y a des fouilles, puis c'est des zones de guerre. On aperçoit des tanks partout, il y a l'armée est présente, et on ne sait jamais qui on peut croiser en chemin. Ça peut être un allié comme ça peut être un ennemi. Donc je sais qu'ils se déplaçaient beaucoup de nuit. Il y avait toujours un messager qui disait par tel chemin, c'est sécurisé. Là, il y a un blocus. Attention, il ne faut pas passer par là. Ça a été, de ce que j'en sais, très long et difficile. Et ils voyagent avec un bébé. Les bébés, ça dort pas tout le temps. Donc, c'est pareil. Il faut aussi faire attention à pas ce qu'on m'entende quand je pleure. Ma mère me disait, elle était très jeune à l'époque et déterminée, mais pas toujours sereine. On est arrivé dans une ville qui s'appelle Kassala, parce qu'on avait déjà quelqu'un qui nous attendait là-bas. En fait, il y a toujours des rapprochements, soit quand on se déplace, c'est soit pour aller chez un membre de la famille ou des connaissances où on peut être installé, hébergé et on sait qu'on sera en sécurité. Donc, au départ, ça a été Kassala. On est resté quelques temps et après on a été vers la capitale, Khartoum. Il faut imaginer le Soudan d'avant. Évidemment, avant que ce soit tel qu'on le connaît avec le Darfour, tout ça. Donc c'était un pays musulman à l'époque de la charia. Nous, chrétiens orthodoxes, pas du tout les mêmes coutumes, pas du tout la même religion. Et ça a été, pour les femmes en tout cas de notre communauté, beaucoup plus difficile de s'adapter que pour les hommes. Les hommes allaient travailler, parce qu'il fallait nourrir aussi les familles, et les femmes restaient beaucoup à la maison, et quand elles sortaient, il fallait qu'elles fassent attention, parce que à l'époque, les femmes n'avaient pas le droit de porter de pantalon. Si elles mettaient des jupes, il fallait que ce soit long, il fallait pas qu'elles se découvrent, tout ça. Et l'Érythrée, c'était pas du tout ça. C'était les talons hauts, les pantalons pas de def. On est dans les années 70, donc les femmes aimaient beaucoup s'habiller, se maquiller, sortir, graviter avec les hommes. Alors, tout bien, tout honneur, mais toujours accompagnées d'hommes. Alors qu'au Soudan, les femmes et les hommes ne se mélangeaient pas. Si elles sortaient, il fallait qu'elles aient un châle sur la tête, puis pas de pantalon. Enfin, ça a été pour elle très compliqué, très compliqué. Alors, dans les récits familiaux, j'entends toujours que c'était une belle époque, malgré cette histoire de charia. Même eux avaient la vie légère, vous voyez. Toujours, ils n'oublient pas d'où ils viennent, ils n'oublient pas qu'il y a le conflit, parce qu'il y a toujours des gens qui viennent, qui partent. Il y a un va-et-vient de personnes, et donc ils ont toujours des nouvelles du pays, mais continuent à essayer en tout cas de se reconstruire, et puis de nous élever, nous préserver de ce qui se passait au pays. Moi, enfant, j'ai jamais entendu les adultes parler de ce qui se passait au pays. Et même après, à l'adolescence, tout ça, mes parents ont toujours fait en sorte de nous préserver de ce qui se passait pour pas transmettre leur stress, puis pas nous inquiéter, parce que ils nous disaient souvent qu'est-ce qu'on peut faire? On est loin, on est inutile, paniquer ne sert à rien finalement. Donc du coup, ils n'ont jamais parlé de ce qui se passait devant nous. C'est aujourd'hui, 30 ans après, qu'on entend toutes ces histoires. En tant qu'enfant, on n'entendait pas tout ça. C'est vraiment sur le tard qu'on l'apprend. On vivait surtout en communauté, donc j'ai toujours grandi avec les femmes
de la famille autour de nous, en fait. On n'a jamais été seuls à n'importe quel moment, toujours des tantes, des voisines avec nous. Et les hommes allaient travailler le matin, ils rentraient déjeuner, repartaient l'après-midi. Puis les femmes, pendant qu'il y en avait une ou deux qui préparaient le déjeuner pour les hommes, parce qu'on était tous ensemble, les autres s'occupaient des enfants. L'Afrique, je pense, est très réputée pour la vie en communauté. Tout le monde se connaît, les quartiers sont petits, tout le monde connaît tout le monde. Et en fait, on a toujours quelqu'un qui nous connaît à n'importe où, même si on sort de la maison, on va quelque part où on fait une bêtise, n'importe quel adulte peut réprimander un enfant. Parfois même le ramener à la maison en disant « Tiens, j'ai trouvé ton enfant en train de faire des bêtises » et c'était jamais bon pour nous dans ces cas-là, mais toujours cette vie en communauté, vie d'insouciance, vie d'enfant très joyeuse, malgré l'atmosphère environnante. Les parents ont toujours fait en sorte qu'on n'ait pas à se soucier de quoi que ce soit. On n'a jamais manqué de nourriture, on n'a jamais manqué d'habits. Vraiment une vie heureuse. Moi, je suis arrivée bébé, donc l'arabe pour moi a été assez simple, naturel. Et en fait, même l'érythréen, parce qu'à la maison on parlait l'érythréen, donc les deux langues ont été naturelles. Et je servais déjà d'interprète pour mes tantes ou ma mère qui, elles, ont mis plus de temps à apprendre l'arabe. Les enfants sont des éponges, ils absorbent très vite. Pour nous, ça a été très simple d'apprendre l'arabe. Et comme j'allais en plus à l'école, j'ai appris à le lire et l'écrire. Puis j'étais assez connue dans le quartier. On envoie toujours les enfants au magasin, à l'épicerie, faire des courses. Du coup, les commerçants du quartier nous connaissaient et moi j'étais assez connue dans le quartier. Et apparemment, je négociais avec les commerçants, donc ça a été aussi une facilité pour apprendre l'arabe. Ça a été assez fluide, assez fluide. Après, à l'école, je me souviens d'être plutôt studieuse, d'aimer apprendre. C'était assez strict aussi. Pas du tout la même éducation qu'en France. Le maître a toujours le dernier mot. On a peur du maître ou de la maîtresse. On pouvait se faire corriger si on n'avait pas appris la leçon. Et il y avait toujours ce classement trimestriel qui est le premier de la classe, qui est le deuxième. Et je me souviens avoir cet esprit de compétition, toujours vouloir être dans les plus distingués. Et j'ai un sentiment qui me marque encore d'être partie en cours de scolarité en étant deuxième de la classe. Et ça a été une frustration pour moi parce que je voulais absolument être la première. Il y avait une camarade, on se challengeait et c'était la compétition entre nous deux. Et je m'étais dit, au dernier trimestre, je passerai devant elle. Sauf qu'on est parti, j'ai jamais réussi à atteindre cet objectif et ça a été un crève-cœur pour moi pendant très longtemps. Et j'ai eu ce même sentiment de revanche finalement arrivé en France et je serai jamais seconde, c'est pas possible. Puis bon, après le système français a fait que c'était un petit peu différent, mais moins cet esprit de compétition. Mais il y avait toujours les notes. J'avais toujours cet esprit, mais bon, il a fallu tout réapprendre. Ça a allégé les choses, on va dire. À l'école arabe, on était intégrés, on parlait la même langue qu'eux, on avait les mêmes codes, pas de difficultés. Là où j'ai rencontré des difficultés, c'est au sein de ma communauté. En journée, on allait à l'école soudanaise, donc on apprenait l'arabe, mais nos parents ne voulaient pas qu'on oublie nos origines, qu'on sache d'où on vient, parce qu'ils nous parlaient quand même notre langue, mais ils voulaient qu'on sache le lire. Du coup, ils nous envoyaient à l'école, mais l'école du soir. Il y avait dans le quartier un enseignant réfugié comme nous qui donnait des cours du soir. À l'époque, l'Érythrée étant la 14e province
de l'Éthiopie. Les Éthiopiens avaient marqué leur territoire et leur présence dans le pays, donc ils imposaient leur culture et leur langue. Donc au pays, tout devait passer par l'amharique, la langue officielle éthiopienne. Même les radios avaient été interdites, ils passaient de la musique amharique, tout ça. Donc l'Érythréen se perdait par les voies officielles. Il y avait toujours des radios pirates, ce genre de choses. Mais en gros, on nous disait maintenant la langue c'est l'amharique. Donc il fallait qu'on apprenne l'amharique. Donc nos parents nous ont inscrits à l'école du soir et moi, on m'a inscrite sous le nom d'emprunt d'une voisine et pas par mon prénom. Tout simplement parce que mon prénom est un nom, un mot politique qui veut dire révolution. Parce que je suis née en période de révolution, donc mes parents étant dans la résistance, c'est un mot et un nom choisi volontairement pour exprimer leur résistance envers l'assaillant. Mais dans les années 70-80, c'était pas très bon de porter ce prénom. Donc quand on m'a inscrit à l'école, on m'a inscrit sous un autre prénom. Mes camarades voisins qui étaient inscrits avec moi avaient été briefés. Attention, vous ne l'appelez pas Sora, mais vous l'appelez Chachou. Même au Soudan, il fallait faire attention à ça? Oui, bah oui, parce qu'il y a des espions partout. Et là, on allait à l'école amharique. Le maître était éthiopien. Il nous enseignait sa langue. Même si lui, il était à l'extérieur, il était dans un autre pays, un pays neutre, il reste éthiopien. Et il enseigne l'éthiopien à des enfants érythréens. Le conflit est toujours là, c'est toujours présent, même si on est à l'étranger. Et donc, au début, ça se passe plutôt bien. Je suis studieuse, j'aime apprendre une nouvelle langue. Le maître me fait un peu peur, parce qu'il est un peu strict, mais ça se passe bien. Mais ça n'a pas duré. Un jour, il m'interroge, il me pose une question et j'ai peur de répondre et je suis timide. Il me dit parle plus fort et il me dit Chachou, je te parle. Il dit tu t'appelles bien Chachou, c'est bien ton prénom. Et moi j'ai peur. J'ai 6-7 ans, j'ai peur. Et en fait, il y a un camarade derrière qui dit mais non, c'est pas son prénom. Et je me souviens, toutes les filles, les copines qui étaient à côté de moi, qui sont retournées vers lui, à lui faire les gros yeux. Mais tais-toi, pourquoi tu dis ça? Et le maître, il dit comment ça, c'est pas ton prénom? Comment tu t'appelles? Et le maître, voilà, c'est l'autorité, un adulte, je suis une enfant, j'ai peur, je dis je m'appelle Sora. Et il me dit ah d'accord, donc tu finis le cours aujourd'hui, mais tu reviens pas à partir de demain. Et c'était la première semaine de classe. Par association, il a compris que mes parents sont des résistants, qui sont contre le gouvernement éthiopien, qui sont contre ce qui se passe là. Donc on m'a remercié gentiment, mais sèchement, de ne plus revenir. À l'époque, je ne mesure pas la portée de mon prénom. Je sais juste qu'on m'a dit tu t'appelleras comme ça, tu dis pas ton vrai prénom. Et je me souviens surtout après, alors nous, mes copines et moi, à la sortie de classe, on s'en est pris au garçon en question. Et puis je suis rentrée en pleurant. Quand ma mère a su ça, elle a été voir sa mère. Enfin, ça a été pour lui aussi, il a passé un sale quart d'heure derrière. Mais du coup, je les voyais le soir partir et moi rester à la maison. Puis il y avait personne pour me faire classe à la maison. Je l'ai regardé tous les jours partir. Mais sur le coup, je sais que ça avait fait beaucoup de bruit, ça avait beaucoup créé des tensions. Mais pour moi, c'était juste à cause de mon prénom. Mais pourquoi ce prénom pose autant de problèmes, je ne le comprenais pas à l'époque.
6-7 ans, mes parents ont le désir de quitter le pays, le Soudan, même si on est en sécurité en soi. Ils veulent un meilleur avenir pour nous, qu'on puisse être scolarisés, qu'on puisse vivre un peu plus librement que sous les règles de la charia. Mon père a 2 filles. En grandissant, on n'aura pas la vie simple vu ce que ma mère ou mes tantes subissent. Puis surtout qu'on puisse être scolarisés, parce que l'école n'était pas régulière, pas forcément à côté et pas toujours. Alors, je me souviens pas pourquoi, mais je sais qu'on n'allait pas toujours à l'école. C'était compliqué l'école au Soudan. Et donc tout le monde essayait de quitter le pays et de trouver refuge en Europe ou aux États-Unis. Ils faisaient des demandes d'asile, des demandes de visa pour quitter le pays. Et c'était, au final, ils n'avaient pas forcément de destination. C'était le pays qui acceptera, finalement. Même si on avait l'envie, s'ils avaient l'envie de rester groupés en famille, les visas n'étaient pas toujours pour la même destination. Mon oncle, l'aîné de la famille du côté de mon père, a eu lui un visa pour aller en Allemagne. Mon père étant très proche de son grand frère, a voulu suivre et il a demandé un visa aussi pour l'Allemagne. Sa petite sœur a eu, elle, un visa pour les États-Unis. Et mon oncle est parti avant nous. Je crois que lui et sa famille sont partis 2 ans avant nous. Ma tante et nous, on a eu des visas à 1 mois d'intervalle. Nous, on a quitté le pays en 85, au mois d'août. Et ma tante, elle, a quitté le Soudan au mois de juillet. Nous, on a réussi à avoir des visas pour l'Allemagne. On allait rejoindre mon oncle et sa famille. Et ma tante, elle est partie pour les États-Unis. Je me souviens de notre départ. J'avais 8 ans. C'est un souvenir très marquant, ancré. Je me souviens qu'on a fait nos bagages. Mes parents avaient organisé une soirée d'adieu à la maison. C'était l'effervescence. Ils ont fait la fête toute la nuit pour dire au revoir à tout le monde. C'était une libération un peu. Alors triste de quitter les amis, mais content enfin de quitter le Soudan. Et on est parti. On a transité par l'Égypte quelques jours pour après rejoindre l'Allemagne. Arrivé en Allemagne, on est arrivé à Berlin. Mon oncle nous attendait à la sortie de l'aéroport. On est descendu de l'avion, traversé le tarmac. Et là, des policiers allemands viennent vers nous et ils nous disent « ça va pas être possible ». Alors évidemment, on ne comprend pas, on ne parle pas allemand, mais on entend non, non, et ils nous font faire demi-tour. Et ma mère ne comprend pas, elle a 3 enfants sous le bras, la valise. Je dis mais non, on montre les passeports, tout ça, ils disent non, 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 et ils nous remettent dans l'avion. Merci d'avoir écouté Un long chemin. On se retrouve dans 2 semaines pour la seconde partie du récit de Sora. Pour me soutenir et ne manquer aucun épisode, pensez à vous abonner et à liker.